Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Rachid Saïd Yagoub, qui est journaliste franco-soudanais, pour parler de la situation au Soudan, un pays très important qui fait 4 fois la taille de la France, au sud de l'Égypte, en face de l'Arabie Saoudite, donc dans une zone stratégique. Un pays qui est marqué depuis décembre 2018 par une révolution pacifique, citoyenne, une révolution très importante dans la région. C'est le mouvement de contestation le plus puissant depuis 1985 et 1964, les deux précédents les deux précédents mouvements révolutionnaires, épisodes révolutionnaires au Soudan, depuis l'indépendance en 1956. Alors la révolution a déjà obtenu beaucoup, c'est-à-dire le départ du président, du dictateur, on peut le dire, Omar al-Bashir, qui était en poste depuis 1989, mais tout reste à faire, car l'armée, ou plutôt le conseil militaire de transition, puisqu'il s'agit d'un régime militaire, continue à conserver le pouvoir, et vous, les révolutionnaires, le mouvement veut le changement total de régime. Alors, avant d'analyser la situation actuelle et les issues possibles, est-ce que vous pouvez revenir sur les causes du mouvement, sur son évolution? Comment est-on passé, par exemple, de revendications économiques et sociales, puisque les premiers soulèvements ont lieu contre le triplement du prix du pain décidé par le régime au mois de décembre dernier? Donc, comment est-on passé de revendications économiques et sociales à des demandes de changement de régime? Quel a été le rôle des multiples acteurs du mouvement, que ce soit les ouvriers de la grande ville d'Atbara, qui a été la ville du déclenchement, les syndicats, les partis politiques, la jeunesse, les femmes? J'en profite pour préciser que là, nous sommes 3 hommes ici aujourd'hui, mais ça ne représente pas du tout la dynamique de ce qui se passe au Soudan. Nous avions une camarade, une révolutionnaire soudanaise, qui était invitée, mais qui, pour des raisons sécuritaires, ne peut pas s'exprimer devant une caméra. Mais les femmes ont un rôle central dans le mouvement. Et, in fine, le rôle central aussi de l'association des professionnels soudanais, créée en 2013, et dont vous êtes le porte-parole. Je commence par dire que le mouvement actuel au Soudan, qui a débuté en décembre 2018, c'est le mouvement le plus attendu, le plus dynamique dans l'histoire du pays par rapport à les 2 mouvements précédents, d'octobre 64 et d'avril 85, qui étaient des mouvements limités à des grandes villes, et notamment la ville de Khartoum. Le changement de régime se faisait dans la ville de Khartoum. Cette fois, les manifestations se sont entendues partout dans le pays. Toutes les grandes villes du pays, y compris dans les zones de guerre, comme le Darfour, comme les Nil Bleu, comme les Monts Nouba, il y avait des manifestations. Deuxième chose, c'était un changement de stratégie majeure de l'opposition, parce qu'une grande partie de l'opposition a pris les armes dans les régions périphériques, Darfour, Monts Nouba, l'Est et Nil Bleu, et tout le monde a compris à ce moment-là qu'il fallait changer de stratégie, que par les armes on arrive à affaiblir le régime, mais on n'arrive jamais à le faire tomber, et qu'il fallait autre chose. Et c'est pour ça que les gens ont décidé de revenir à la tradition soudanaise de l'organisation des mouvements populaires. Le troisième élément important, les gens ont compris que faire pression sur le régime pour faire, par exemple, acheter le pain ou l'essence moins cher qu'avant n'est pas une solution, que la crise du régime est une crise profonde et que la seule solution, c'est que le régime s'en va et qu'on change le tout et pas la tête ni la politique. Il fallait changer le tout. Et c'est pour ça on est passé très vite, en quelques semaines, d'un mouvement qui revendiquait un prix de vin moins élevé et un prix d'essence moins cher, à un mouvement qui demandait directement, avec un seul slogan, le départ du régime, c'était le slogan « Tasgodpas », que le régime s'en va, et c'est tout. À partir de là, l'opposition qui était divisée en plusieurs groupes n'a pas pu jouer le rôle principal de
conduire ces manifs qui ont commencé pas dans la ville de Atbara, pour l'histoire, il faut préciser, ça a commencé dans la ville de Damazine. C'est une ville du sud-est du Soudan. Ça a commencé le 13 et après Atbara a pris le relais et a donné l'élan de ce mouvement en adaptant cette slogan à Tasgodbas, le régime s'en va et c'est tout. C'est là où le rôle de l'association de professionnels soudanais a été très important parce que l'association a réussi quand même à fédérer toutes ces tendances de l'opposition avec un seul slogan, qui était le slogan de la rue, Tasgodbas, et a publié chaque semaine, et pendant 6 mois, et jusqu'à hier, ils ont publié encore un programme hebdomadaire d'action populaire contre le régime, avec des revendications précises. Au début, les revendications c'était économique, mais à partir du 25 décembre, on a décidé de passer à un autre stade, c'est de demander le départ du régime. Tout le monde, même le régime, a parié sur le temps pour affaiblir le mouvement, parce que tout le monde pensait qu'au bout d'un mois, 2 mois, le mouvement va s'affaiblir. Ils vont être capables de finir avec ce mouvement, mais avec le temps, le mouvement s'est renforcé, la mobilisation populaire s'est élargie, jusqu'à qu'on est arrivé au moment du 6 avril, quand l'association de professionnels soudanais a appelé les gens à aller devant le QG de l'armée. Parce qu'on a compris que le régime était pratiquement tombé et que le seul appui, le seul institution qui continue à soutenir le régime, c'était l'institution militaire. C'est pour ça qu'on a décidé à ce moment-là de changer la direction de nos manifestations de palais présidentiel vers le QG de l'armée à Khartoum. Mais la même chose dans les provinces. Toutes les manifestations se sont dirigées vers les commandements de l'armée dans les différentes régions du Soudan. Et pourquoi on a choisi la date de ce 6 avril? Parce que c'est le jour où, en 85, dans le soulèvement de 85, l'armée avait décidé de rejoindre la manifestation, les manifestants, et de se débarrasser du régime de Néméry. Ils ont constitué un conseil militaire du général Souad Dahab qui avait organisé la première élection libre et transparente en Afrique dans cette époque-là. Et à partir de là, les civils ont pris le pouvoir. Il y avait le premier gouvernement démocratiquement élu au Soudan en 86. On a choisi cette date avec une mobilisation qui était très importante devant le QG de l'armée. Et quand on a vu que la mobilisation était très importante, on a décidé de ne pas quitter le QG de l'armée, de rester, de faire le sitting. Et ça, c'était le deuxième choix gagnant, parce qu'avec le sitting, l'armée était mise devant le fait accompli de faire quelque chose. Et c'est au bout de 4 jours du sitting que l'armée a décidé de renverser le général al-Bashir. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, on s'est débarrassé du général, mais le régime est resté. On va revenir là-dessus. Avant de donner la parole à Thomas Dietrich, qui est écrivain, spécialiste de l'Afrique, et qui pourra à la fin notamment nous parler du rôle potentiel de la France, réel ou potentiel de la France dans tout cela. Je voudrais juste revenir sur la situation actuelle. Donc on sait, depuis le départ du président, il y a maintenant 2 entités qui se font face, un conseil militaire de transition, qui est en gros l'armée, le régime sans sa tête, oui. Et en face, vous, le peuple soudanais, je crois, qui massivement souhaite une transition civile. Dans ce contexte, l'armée a engagé à renforcer, à accélérer la répression. Je crois qu'on en est à 123 morts depuis le début du mois de juin, mais il y avait eu des morts avant, avec notamment le rôle des sinistres forces de soutien rapide, l'apparition du général Emeti, je crois. Donc quelle est la situation actuelle? Face à cela, vous alternez entre désobéissance civile et reprise du dialogue. Quelle est la situation actuelle? Quelles sont les issues possibles? Il y a une évolution qui était très importante dans cette révolution qu'on ne peut pas ne pas parler. C'est le 1er janvier, l'association de professionnels soudanais avait présenté à toutes les forces politiques une charte de changement et de la liberté pour unifier toutes les oppositions. Parce qu'il y avait 4 ou 5 blocs de l'opposition qui étaient chacun travaillait de son côté. Et à partir de là, on a demandé
à ces forces-là, à ces blocs politiques-là, de signer le charte. Et on a réussi quand même à faire signer cette charte par 4 grands blocs politiques. Le bloc de gauche, qui regroupait le Parti communiste, les partis unionistes arabes et d'autres formations de gauche. Le bloc de Soudan-Col, qui regroupait les mouvements armés de Darfour, de Monouba et de Nil Bleu, et les 2 grands partis politiques traditionnels, le parti Oumma et un autre parti qui s'appelle le Parti du Congrès soudanais, et un 3e bloc des partis unionistes. C'était une grande formation politique dans l'époque démocratique au Soudan qui s'est divisée en plusieurs formations politiques qui se sont unifiées pour rejoindre ce mouvement. Et avec ça, on a réussi aussi à faire signer une alliance, une grande coalition de la société civile qui s'appelle l'Alliance de la société civile soudanaise, qui regroupait toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Et ça a donné quand même un visage unifié de ce mouvement. Et tous ces blocs politiques-là ont décidé de laisser le rôle de leadership à l'association de professionnels soudanais qui avait déjà joué ce rôle-là. Et c'est pour ça, toutes les communications passaient par l'association de professionnels soudanais. Aujourd'hui, la situation semble bloquée au Soudan parce que normalement, on avait conclu un accord avec le Conseil militaire de transition pour former les institutions de transition. D'abord une période de transition de 3 ans, dans laquelle il y aura un Parlement composé à 67% par les forces de changement et de la liberté, c'est-à-dire les forces de la révolution, et le reste, c'est par la société civile, par les autres acteurs, et par des militaires aussi, pour faire participer les militaires dans la période de transition. Un gouvernement exécutif composé 100% par les forces de changement et de la liberté, à l'exception de 2 portefeuilles de défense et de l'intérieur qui vont revenir à l'armée, qui est normal dans un pays comme le Soudan. Et une 3e institution, un conseil de souveraineté qui joue le rôle de chef de l'État, mais c'est une institution collégiale avec entre 10 et 15 membres qui représentent l'institution armée, l'armée et les forces de changement et de la liberté. Et c'est là où il y avait le blocage. Parce que les militaires voulaient avoir la majorité dans cette institution et la présidence. Nous, on disait clairement que c'est une transition civile et qu'il faut que les civils ont la majorité dans cette institution et la présidence aussi, parce que si c'est un président militaire, ça serait une institution militaire. Et c'est là où il y a le blocage aujourd'hui, et c'est là où la médiation éthiopienne et africaine travaille aujourd'hui pour essayer de trouver un accord sur ça. Mais le problème aujourd'hui avec les militaires, avec les crimes qu'ils ont commis, même après le départ de Bachir, et notamment les massacres de 3 juin, ils ont peur de la justice et des demandes de renvoyer les responsables devant la justice. Et c'est pour ça qu'ils essayent de bloquer tout accord sur ça. Et c'est pour ça que la médiation éthiopienne, pour le moment, n'a pas réussi à nous faire sortir de cette impasse. Mais nous, on parie sur une chose, la mobilisation populaire. Hier, pour la première fois depuis quelques semaines, on a publié notre programme de la semaine, des actions populaires. Il y aura des manifestations, il y aura des meetings, partout dans le pays. Il y aura aussi des rassemblements dans les lieux de travail pour les professionnels, pour les ouvriers, afin que le Conseil militaire reçoit 100% le message qu'on ne laissera pas tomber notre révolution et qu'on va aller jusqu'au bout, jusqu'au départ du régime, et que le Conseil militaire n'a qu'une autre émanation du régime de Bachir. Merci. Alors, dans les suites possibles, il y a aussi le rôle des puissances étrangères qui peuvent influencer sur la suite. Thomas, on sait que l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats notamment, l'Égypte parce qu'elle a peur d'un exemple soudanais qui donnerait des idées au peuple égyptien qui s'est révolté il y a quand même 8 ans et qui a vu sa révolution confisquée par un régime militaire. L'Arabie Saoudite et les Émirats ont finalement développé des liens très forts avec l'armée soudanaise de longue date, mais des liens qui ont rarement été aussi forts puisque l'armée soudanaise a envoyé des soldats au Yémen combattre à côté des Saoudiens et des Émiratis, donc ça crée évidemment des liens. Le Yémen est juste en face du Soudan, il faut avoir la carte en tête.
Quel est le rôle de ces puissances régionales? Quel est le rôle de l'Union européenne, de la France, les États-Unis, qui, comme Trump, ne s'est pas trop intéressé au dossier, n'ont pour l'instant pas un rôle trop négatif. Voilà. Comment voyez-vous et qu'est-ce qu'on peut faire depuis la France pour soutenir cette formidable révolution citoyenne en cours au Soudan? Je pense que c'est éminemment compliqué. Je parlerai sous le contrôle de Rachid. Le jeu des alliances est un peu renversé, puisque pendant très longtemps, El-Béchir a été très proche du Qatar, et on voit que la nouvelle junte au pouvoir est plutôt proche de l'ennemi du Qatar, qui sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, notamment le général Hemiti, qui a visiblement passé alliance et qui a récupéré des armes, des véhicules pour pouvoir réprimer les manifestants et perpétrer toutes ces tueries. On a vu aussi que dans les forces, les fameuses de sinistre mémoire, les forces de soutien rapide, on a eu des combattants tchadiens qui sont intervenus, qui ont perpétré ces massacres et qui auraient pu être fournis par Idriss Déby, puisque Idriss Déby a tout intérêt, le président du Tchad a tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de contagion du Soudan vers le Tchad, puisque ce sont deux pays limitrophes. Donc il y a un jeu des acteurs régionaux qui est très important et qui vise à empêcher justement l'essor de cette belle révolution. Après, je pense que nous, en tant que Français, on a un rôle. C'est vrai que le Soudan n'est pas une ancienne colonie française, donc il n'y a pas eu tout ce système de mainmise, de réseau Focard, de la France-Afrique qu'il y a pu avoir dans les ex-colonies d'Afrique francophone. Mais néanmoins, la France a toujours collaboré plus ou moins avec le régime d'El-Béchir. On se souvient que pour capturer le terroriste Carlos et le ramener du Soudan jusqu'en France, on avait collaboré avec les services. Je pense que Rachid pourra en parler mieux que moi et plus longuement que moi. En 2017, on a quand même expulsé vers le Soudan des personnes, des opposants qui ont été torturés, des opposants soudanais qui ont été torturés à leur arrivée, et même plus grave encore. Ça a fait l'objet d'une commission d'enquête en Belgique, mais finalement on a très peu parlé en France, c'est qu'on a fait venir des officiers de renseignement soudanais ici en France, dans les centres de demandeurs d'asile, pour s'assurer que certains demandeurs étaient bien éligibles au titre de l'asile, ce qui est quand même assez scandaleux au regard de la politique d'accueil de la France et au regard de la souveraineté de la France. Après, on voit qu'Emmanuel Macron n'a absolument pas pris position sur cette révolution, en tout cas le Quai d'Orsay en parle du bout des lèvres, et il y a quand même eu des signaux assez inquiétants, notamment en octobre dernier, si je ne m'abuse, deux députés La République En Marche, dont la vice-présidente de l'Assemblée, Carole Bureau-Bonnard, ont dîné à l'ambassade du Soudan, ce qui n'est quand même pas neutre, avec Salah Gauche, qui pendant longtemps, il a été le chef des renseignements, le NIS, c'est ça, il a été enlevé, puis il est revenu en grâce, notamment ce personnage a perpétré une partie... Et il est parti de Nice sous la pression des révolutionnaires, là, il y a 2 mois. Oui, parce qu'il faisait partie du conseil militaire au début. C'est un meurtrier de la pire espèce, et après il y a quand même une responsabilité flagrante de l'Union européenne dans la montée en puissance de ce fameux Hemeti, ce général de sang, puisque l'Union européenne, en vertu du processus de Khartoum, a pendant des années, depuis 2014, donné des millions d'euros aux forces de soutien rapide de Hemeti pour qu'ils arrêtent les migrants en partance non seulement du Soudan, mais aussi de la Somalie, mais aussi de l'Érythrée, avec les méthodes qu'on connaît, puisque ça se fait loin des caméras, dans le désert, donc avec des exactions, des kidnappings, des tentatives de renseignement. Donc finalement, on a externalisé complètement la politique de l'asile pour éviter que les gens meurent en Méditerranée. On n'a pas fait que ça d'ailleurs au Soudan, on a fait ça au Niger, on a fait ça au Tchad, on a fait ça en Libye. On finance des bandes armées qui sont censés arrêter les migrants avec des méthodes parfois condamnables. Et donc, Hemeti en a profité pour se renforcer. Je crois que sa milice, à la fin, ça a atteigné 30 000 hommes. D'ailleurs, c'est grâce à l'argent de l'Union européenne qu'il a pu être si puissant qu'il a écarté l'autre chef, Jean Javid, qui avait commis de nombreux massacres d'Afro, qui s'appelait Moussa Hilal, et qui depuis, je crois, il est encore en prison. Il est encore en prison. Très bien. Monsieur Yagou, sur ce point Alors, pour les alliances, je pense que c'est un des problèmes que nous a laissé le général al-Bashir et son régime, c'est qu'il a ouvert la porte à toutes les interventions au Soudan, régionales, mais aussi internationales. Le régime avait tendance à jouer les alliances, tout le temps. Une fois, on le trouve avec l'Iran,
et le Hezbollah et le Hamas. Une fois, il est avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au Yémen. Après, il est avec le Qatar et la Turquie, il donne des bases militaires. Une fois, il est en discussion avec les États-Unis pour lever les sanctions et aider les Américains dans la guerre du terrorisme. Une fois, il est avec les Russes pour inviter les Russes à passer par le Soudan, par aller en Centrafrique. C'était ça, sa politique, tout le temps, faire intervenir. Et c'est pour ça, aujourd'hui, nous, on se trouve coincés avec cette politique-là, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux régionaux et internationaux, et qu'on doit faire avec. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas faire semblant de ne pas voir qu'il y a des soldats soudanais au Yémen. On ne peut pas, par exemple, faire semblant de ne pas voir que les groupes armés soudanais interviennent en Libye à la demande d'un côté à un autre. Le problème soudanais a dépassé les frontières. Et c'est pour ça, cette complexité nous oblige à essayer de voir avec tout le monde, de traiter avec tout le monde, malgré malgré le fait qu'on n'est pas d'accord avec la politique d'un tel pays ou un tel pays, mais on est obligé de travailler avec ces gens-là, de contacter ces gens-là, parce qu'on se trouve dans une situation difficile. Aujourd'hui, par exemple, la moitié des Janjaouides qui sont dans la rue de Khartoum, et moi j'étais dans la rue de Khartoum, parlaient français. Et au Soudan, on ne parle pas français. Ça veut dire que c'est des gens qui sont venus au-delà des frontières soudanaises, et notamment du Niger et du Tchad, et qui parlaient même pas arabe, qui parlaient français, et on les voyait à Khartoum parler français. On a vu les vidéos sur les réseaux sociaux, et c'est une des raisons d'ailleurs que le régime a coupé depuis 10 jours tous les réseaux sociaux. Il n'y a plus d'internet au Soudan depuis 10 jours. On voit rien sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça, je pense que c'est une de notre complexité, mais on doit faire avec. Et on va faire face à ça avec des positions de principe, que le Soudan ne devrait pas intervenir dans les affaires des autres, mais que les autres nous laissent gérer nos propres affaires. Ça, on dit ça aux Américains, on dit ça aux Européens, mais aussi aux Émiratis, aux Égyptiens, à tout le monde. C'est vrai qu'on a accepté la médiation africaine et éthiopienne. Et les gens nous disent, mais pourquoi c'est une intervention étrangère? Mais parce qu'il y avait un blocage, et parce que c'est la seule médiation qui est allée dans le sens de nos revendications. Donc ça peut être aussi un renouveau de l'action de l'Union africaine dans la région? Espérons, parce que c'est différent. Pour la première fois, l'Union africaine ne soutient pas un régime dictatorial. Un dernier mot, toi? Pour compléter, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le Soudan ici? Je pense que déjà, il appartient aux Soudanais de mener leur propre révolution. Et c'est ça qui est aussi beau, c'est-à-dire qu'on a une révolution sans Bernard-Henri Lévy et sans ingérence extérieure. Et je pense que ce qu'on doit défendre envers et par-dessus tout, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce vieux principe qui est souvent bafoué, mais que le Soudan, avec sa révolution, a remis à l'honneur. Et je pense qu'on doit saluer ça, on doit continuer, et puis dénoncer, nous, de notre côté, ce que la France peut faire de Mais on a aussi le devoir de solidarité aussi avec le peuple soudanais, de ne pas laisser tomber le peuple soudanais, d'en parler, de nos problèmes, des massacres surtout, et de demander aussi avec nous le départ de militaires, parce que sans ça, nous on arrivera tout seul. On a fait ça avec Béchir, personne ne nous a aidés. On s'est débarrassé des Béchir. Dans nos histoires, c'est la 3e fois qu'on se débarrasse d'un régime militaire, c'est pas la première fois. Je suis confiant qu'on d'ici quelques semaines, on se débarrassera de conseils militaires transitoires. On l'espère aussi, et on ne cessera d'évoquer, de parler de la révolution citoyenne au Soudan et de vous soutenir par tous les moyens qu'on pourra. Vous pouvez compter sur nous là-dessus. Merci. Surtout sur ça, il faut que je rappelle une chose. L'arme principale qu'on a utilisée, notre force, c'était la pacificité de notre mouvement. On a toujours refusé tout recours à la force, même en faisant face à des balles réelles, à des gaz lacrymogènes, à des canons à eau. On a refusé de répondre à ces provocations des forces de sécurité de Nice et de l'armée et de milices janjaouides. On a toujours œuvré pour une révolution pacifique, et c'est ça notre force aujourd'hui. C'est un choix qui, à mon avis, d'un point de vue stratégique, est le meilleur, puisque de toute façon, au jeu de la lutte armée, en général, les armées gagnent. Et donc vous avez tout à fait... Mais c'est surtout parce que nous, on a une histoire de lutte armée depuis des années qui n'a pas... Le seul résultat qu'on a obtenu de la lutte armée, c'était la séparation du Sud-Soudan. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux, on aura l'occasion de reparler du Soudan et à bientôt. À bientôt. Merci.